Bonsoir, moi c'est Benjamin. Ce soir, je suis amputé de mon binôme, Simon, qui est quand même la partie la plus drôle du voyage. Donc, vous avez sûrement pu voir ses fesses sur la façade à l'entrée et en photo ici. Donc, j'essaierai de relever le niveau et d'être aussi drôle que lui. Donc, Voyage d'Orient 2.0. 2.0 pour à la fois reprendre cette thématique du voyage qui a formé Le Corbusier à ses 25 ans, il y a maintenant plus d'un siècle. Il est parti en 1911, nous on est parti en 2016, on a fait ce voyage-là entièrement à vélo, on a triché un tout petit peu, on a pris un tout petit peu le bus pour ne pas rater notre bateau pour aller jusqu'à Patra. Mais on a unifié ce tour par le vélo que Le Corbusier avait fait en calèche, à pied, sur une croisière sur le Danube. Et il a fait pas mal de bateaux en Méditerranée aussi pour aller d'Istanbul au Mont Athos. On le verra sur la carte. Et donc 2.0 parce que on communiquait via un blog qui n'existe plus aujourd'hui, qui nous permettait de compiler des articles et de partager un peu nos actualités sur ce voyage, pour permettre aussi donc aux gens qui nous ont aidés à voyager un peu avec nous. Donc d'abord, je voulais dire à nouveau merci à toutes les associations et les personnes qui nous ont aidés à partir en nous faisant confiance, en nous donnant un peu de sous. Donc il y a la Maison de l'Architecture de Bourgogne, chez qui on a pu faire une conférence, SLIC qui avait fait un bout de film, la MMA, la Mutuelle des architectes français, l'Atelier Coréa qui est l'atelier dans lequel Simon travaille à Saulieu. Atelier Vous, qui est un collègue de Clermont-Ferrand, la Maison Blanche de la Chaux-de-Fonds, chez qui on a été accueillis au retour de voyage, et Joël Esthétique et Harry Vongenico, secrétariat. Donc voilà, on a de l'institution et aussi des toutes petites entreprises qui nous ont donné des sous. Et un grand merci à l'équipe du CAUE. Je pense que je n'aurais pas du tout réussi à tout accrocher s'ils n'avaient pas été là. Merci aussi à Renaud nous avoir permis cette archéologie de voyage, parce que c'était enfoui dans des disques durs et bien rangé dans des classeurs à pellicule. Donc cette idée a germé dans la tête de ces deux étudiants à partir de 2009-2010. Heureusement, on a changé de coupe de cheveux depuis. Et donc ça, c'est notre première année à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand. C'est aussi cette année-là où on a créé Archicycle, qui était une recyclerie de vélos dans l'école d'archi et qui permettait aux étudiants Erasmus de disposer d'un vélo pour pouvoir se déplacer à Clermont-Ferrand. Donc ça a été au début un pari un peu avec 5-6 personnes de vouloir partir après l'école. Et puis petit à petit, on a essayé de réfléchir à quel itinéraire. Et donc, on s'est dit que le voyage d'Orient était finalement une bonne idée, parce que quand on se retrouve à deux et le monde est vaste, quoi. On a beau avoir des vélos, mais bon, il faut pouvoir choisir un itinéraire. Donc, on est tombé d'accord avec ce prétexte en fait de voyage, d'itinéraire, et Le Corbusier nous a tracé un peu la route avec son bouquin. Ça a toujours été pour nous un prétexte pour partir, et aussi un moyen de rassembler du monde autour de notre voyage, puisque je ne suis pas un grand théoricien, un grand connaisseur du Corbusier, et j'avoue avoir lu le bouquin en même temps que je faisais le voyage. Et donc c'était vraiment pour nous un prétexte. On a demandé à des gens sérieux de faire des lettres de recommandation. On n'a pas eu les sous de la fondation Le Corbusier à l'époque, mais des gens nous ont dit bon, vous voulez tuer le père, on va vous aider, on va essayer de rassembler des mots pour que vous puissiez partir. Donc un de nos professeurs avait dans une lettre de recommandation assez touchante rassemblé ces mots et réussi à trouver l'art et la manière de capter un moment vers une architecture pour trouver une synthèse un peu à cette envie de voyage. Donc nous voilà partis depuis Clermont, puis après Strasbourg, et puis après 1000 au revoir,
on se retrouve à Berlin avec nos vélos, et donc c'est le grand départ. Donc Simon à gauche, et puis moi avec mon petit vélo à droite. C'est aussi pour dire que Le Corbusier, il n'est pas parti tout seul à l'époque. Il est parti aussi à ses 25 ans, et il est parti avec quelqu'un qui était plutôt du milieu de l'art, qui s'appelait August Klimstein. Et tous les deux ont été moteurs du voyage. August Klimstein n'en parle pas, mais en fait, ils sont allés voir à la fois les monuments et à la fois la Rome antique. Le Corbusier est vraiment parti dans cette optique du Grand Tour qui existait depuis maintenant un moment, qui avait émergé par l'aristocratie anglaise de transformer ce passage de l'enfance à l'âge adulte par un grand voyage pour aller voir les monuments, pour aller se cultiver et revenir chargé de toutes ces connaissances-là. Donc là, on a une photo du Corbu qui ne savait pas qu'il était encore le Corbu, devant l'Acropole, et une photo du Corbusier plus tard, tout nu, un peu comme Simon aussi. Tout ça pour rappeler en fait ce que nous évoquait Renaud tout à l'heure, à savoir que ce voyage-là qui a été compilé dans ce bouquin, c'était d'abord des échanges avec la Chaux-de-Fonds, avec le journal local où il publiait des billets. Donc il donnait au fur et à mesure des nouvelles du voyage. Il a compilé tout ça, il a retravaillé tout ça, et juste avant de disparaître, en fait, il avait rassemblé toutes ces notes, et donc ce voyage l'a habité toute sa vie. Beaucoup d'architectes beaucoup plus sérieux que moi vous diront qu'en fait, il a su puiser des éléments d'architecture pour renouveler sa pratique et pour enrichir sa pratique par des éléments d'architecture, des effets de lumière, de matière qu'il a puisé pendant ce voyage. Et a priori, ça a aussi été un élément moteur pour arriver à écrire la théorie des cinq piliers de l'architecture moderne. Ça se traduit dans ses premières constructions assez nettement avec la Maison Blanche. C'est la maison qu'il a construite pour ses parents. C'est une très belle maison, mais ils sont partis très vite, il faisait beaucoup trop froid dans la maison. Et la Villa Turque, qui est la première maison qui va bénéficier du système domino qu'il a breveté en 1914. Et donc le système domino, c'est le système de poteau-poutre qui libère la façade, avec les prémices du pilotis, etc. Et le toit terrasse. Donc ok, on part. Renaud m'a dit que ce serait bien d'arriver à accentuer cette conférence sur l'avant-après. C'était assez difficile parce que d'ordinaire, on traitait cette conférence plutôt comme un récit de voyage. Et puis, les conférences qu'on a faites, c'était 1 an après le voyage, donc on l'avait digéré, mais il nous habitait encore. Et là, 5 ans après, donc j'ai essayé de traiter de cette thématique sans être dans une comparaison binaire, blanc-noir, de bon, le Corbu, il a vu ça, nous, on a vu ça, donc ce serait un peu ennuyant. Donc j'ai essayé de cibler 3 temps forts du voyage qui ont été emblématiques pour le Corbusier, dans lequel il prend vraiment du temps pour parler du mont Athos. Je crois d'ailleurs que c'est le chapitre le plus long. Le Parthénon, évidemment, l'Acropole, et un chapitre et une ville qu'on connaît moins, Veliko Tarnovo, qui est l'ancienne capitale de la Bulgarie. Donc le mont Athos, c'est la petite péninsule qui est juste ici, qui en fait est une république monastique qui bénéficie d'une autonomie politique vis-à-vis de la Grèce, sur laquelle, depuis des millénaires, ne peuvent entrer que des hommes. C'est un peu le point de gravité de l'orthodoxie. Et donc, habitent ici différents monastères. Enfin, il y a différents monastères avec, je dirais, un millier de moines qui habitent là-bas, qui sont en autonomie énergétique, qui sont en autonomie politique, qui sont aussi en autonomie quasi alimentaire. Ils ont quelques échanges quand même avec le continent. Mais ça a été une des approches assez importantes pour Le Corbusier de la vie monastique qu'il a habité très longtemps. Il a fait de nombreux ouvrages pour des monastères, pour des églises, et c'est quelque chose son expérience au mont Athos l'a probablement habité assez longtemps.
Différents croquis du Corbusier. Donc, faut imaginer, c'est une énorme montagne, le mont Athos, qui fait plus de 2000 mètres. Quand on s'approche en bateau, on ne se rend pas trop compte parce que c'est tellement énorme, ça monte d'un seul coup 2000 mètres. Et puis en fait, il y a petit à petit par bateau, parce qu'on n'y accède que par bateau, on a un visa d'une semaine. Quand on est pèlerin, on ne peut être dans les monastères qu'une seule nuit. Il faut marcher de monastère en monastère ou prendre le bateau pour aller demander l'accueil et l'hospitalité. Tous les jours, on se lève à 4 heures du matin pour écouter les prières. Ensuite, on mange. Ensuite, on peut discuter avec les moines. Et après, on doit se remettre en route pour aller au prochain monastère. Et donc, ici, on voit à gauche le mont Athos énorme, écrasant. Et là, le tout petit monastère qui est ici. Et puis, plus on s'approche, plus on se rend compte que c'est quand même, ça a l'air quand même d'être assez monumental. Ici, le monastère de Simono-Petra qui est perché comme ça, on a l'impression qu'il est à côté, et puis en fait, on met 2-3 heures pour monter là-haut quand même. Je pense que Le Corbusier a sûrement tiré de cette expérience ces théories sur le parcours, le parcours qu'on a entre chaque monastère, le parcours qu'on a dans chaque monastère est assez impressionnant parce que tout est brutal. La garrigue, la sécheresse, on y était au mois d'août, c'était écrasant comme température. En plus, il faut y être en pantalon, en chemise, avec des sandales. Donc en fait, on n'est pas avec notre short Quechua et nos super sacs à dos. On est super mal équipés et les chemins sont hyper mauvais. Il y a les mules partout, tout le monde se déplace en mule. Et puis nous, on était avec nos tongs et on n'était pas du tout équipés puisqu'on était tout le temps à vélo en fait. Donc on voit deux croquis avec ce monastère là qui semble si lointain et qui en même temps est énorme. Une vue du monastère d'un peu plus près. Ce qui est impressionnant, ce dont le Corbu parle pas mal aussi dans son bouquin, on a l'impression en fait qu'il n'y a plus de limite parce que la délimitation qu'on a l'habitude de voir entre la mer et le ciel est complètement effacée, ce qui donne cette sensation de vide énorme en fait. Et quand on s'approche du monastère, on a vraiment l'impression qu'il pourrait être à des milliers de mètres de haut qui flottent. Et donc presque tous les monastères ont la même manière de s'implanter dans le paysage. Donc ils sont posés sur des rochers. C'était des forteresses pour se protéger des pirates qui arrivaient de la mer, pour protéger les reliques et la richesse qu'ils avaient accumulée. Petit à petit, ces places fortes sont devenues trop petites, donc ils ont construit des balcons. Et on le voit assez bien sur pas mal de photos ou de croquis du Corbu. C'est ces galeries en fait, qu'on voit un peu sur les photos de l'expo qui cadrent ces grandes horizontales sur le paysage, sur la mer, sur le ciel, sur cette délimitation qui est floue. Et en fait, à l'intérieur, on a des espaces qui sont hyper verticaux, avec une densité très très forte. Ici, on le voit sur les croquis. En fait, je n'ai pas dessiné ce qui était le plein, c'est-à-dire que de part et d'autre, on a des bâtiments, et j'ai dessiné seulement la perspective, le fond de la... Donc, ça donne des espaces qui sont très particuliers, à la fois la randonnée, l'immensité, quelque chose de cette sensation de vaste, et en même temps, à l'intérieur, la densité, l'architecture très, très imposante, très rigide, très, très présente. Ces paysages-là, ces monastères sont habités par des moines, des moines barbus, donc on a été bien accueillis. On avait des barbes, je pense, au moins, on pouvait, bon, peut-être pas rivaliser, mais bon, on a été bien accueillis. Et ces moines-là sont parfois là depuis parfois des décennies, parfois ils ont quasiment 50 ans de vie dans les monastères. Par exemple, à droite, on a un archiviste qui tient la bibliothèque de Simono-Petra, et ici un jeune frère qui avait notre âge et qui s'était engagé dans les ordres après avoir vu le démon. Et donc on a plein d'histoires comme ça, des choses dont on n'a pas forcément l'habitude de parler, puisque Simon et moi, on est non-croyants.
mais on a toujours été accueillis avec une bienveillance et beaucoup de sincérité, beaucoup de simplicité dans ces monastères, et c'est ce qui nous a beaucoup touchés. Je pense que c'est ce qui a aussi beaucoup touché Le Corbusier et ce qui s'est traduit dans son dessin aussi de l'architecture, la simplicité des cellules, la simplicité de leur vie, rythmée par la prière, mais surtout par le travail au jardin, le travail avec les animaux, le travail de la terre. Et donc c'est marrant parce que quand on est vraiment loin du monastère, on voit ces bonhommes qui sont en toge, tout habillés de noir avec leur petit chapeau, et on a vraiment l'impression que c'est des petites fourmis noires qui se baladent dans une fourmilière énorme. Et ça a été pour nous surtout un choc de se rendre compte qu'en fait qu'il y avait finalement beaucoup de gens dans les monastères. Ça, c'est un des exemples. Mais on a toujours été accueillis avec beaucoup d'ouverture, en fait. Moi, qui suis issu plutôt d'une famille bouddhiste, enfin avec une culture bouddhiste, j'ai pu échanger sur avec des moines ou avec des nonnes qui avaient une culture énorme, en fait, de la théologie et de tout un tas de pratiques qui pourraient paraître étrangères quand on voue son culte à le catholicisme ou l'orthodoxie. Donc la suite du voyage, et beaucoup d'entre vous sont sûrement allés sur le Parthénon à Athènes. Donc ça a été un choc esthétique énorme pour le Corbusier, qui a passé peut-être, je crois, 15 jours là-haut. Il a pu profiter du monument parce qu'à l'époque, il y avait aussi une pandémie de choléra. Et donc, en fait, il était mis en quarantaine pendant, je crois, une dizaine de jours sur une île en face d'Athènes. Et il était bouillant, il était impatient de pouvoir aller voir le monument. Et donc, je pense qu'il en a profité un peu comme Simon. Mais on a des visions assez différentes de ce qu'on a pu vivre à l'Acropole. Donc différents croquis du Corbu qui tournent autour de cette acropole, qui la dessine depuis Athènes, de plus proche aussi. Il passe vraiment beaucoup de temps, et il y a des anecdotes assez drôles où il se fait poursuivre par le garde de nuit parce que le Corbusier veut pas partir, et il est en train de terminer des dessins, et puis il se fait poursuivre pour qu'il puisse libérer le site. Ce qu'on en dit, ce que Le Corbusier a pu en retirer, c'est la question du parcours architectural, la question aussi de la blancheur des marbres de l'acropole. On n'arrive jamais, en fait, à saisir dans son ensemble l'acropole, et donc on tourne toujours autour de cette composition, de cette architecture. Et cette balade, en fait, moi, ça m'a fait beaucoup penser à son travail avec la Cité radieuse. Et quand je suis arrivé sur ce plateau-là, j'ai eu l'impression d'être sur le bateau, le paquebot de la Cité radieuse de Marseille, et d'avoir cette ligne avec les montagnes. Il y a aussi des montagnes un peu qui entourent Athènes. Moi, j'ai plutôt vécu ça. Donc, c'est pas une photo que j'ai prise, c'est une photo de Martin Parr, qui est un photographe dont la thématique principale a été le tourisme de masse. Une partie de son travail est sur le tourisme de masse. Et en fait, moi, j'y allais vraiment en pèlerinage, quoi. Depuis le collège, on nous parle de l'acropole, la démocratie, une espèce d'épicentre de notre civilisation. Et en fait, ça a été vraiment très dur pour moi d'y être, parce que c'était plein de touristes, c'était noir de monde. Et en fait, c'était pour beaucoup de monde juste une croix à cocher dans un carnet pour dire je suis allé à l'Acropole cet été avec le dernier avion pas cher. Et puis nous, on avait fait presque déjà 5000 km. Et on arrive là-haut avec nos carnets de croquis, avec nos aquarelles. Moi, j'ai reçu une claque énorme. J'ai été hyper déçu. J'ai été hyper déçu, en fait. J'ai eu l'impression qu'il y avait un monument extraordinaire, que personne ne le regardait, tout le monde regardait ce monument à travers son téléphone, à travers
à travers un appareil photo et en fait c'était voilà, je l'ai fait quoi. J'ai fait le Parthénon. Et j'ai fait à la suite de ça beaucoup de séries sur les touristes, puisqu'on arrivait en. C'est sûr qu'il y avait moins de touristes en Transylvanie perdus que dans les monuments comme le Colisée ou tous les monuments UNESCO. Et petit à petit, j'ai fait une série de dessins qui allait dans ce sens-là, du paradoxe dont j'ai beaucoup souffert de la suite du voyage, par la suite du voyage. Il y a eu énormément de lieux dont on n'a pas pu profiter du tout parce que ils étaient pleins, quoi. J'ai un souvenir horrible de Saint-Pierre à Rome, où on est parqué comme des bêtes et on est poussé avec un robot qui parle 5 langues pour nous dire que dans 30 secondes, il va falloir passer dans la salle d'après. Et j'ai trouvé ça assez dramatique, ce paradoxe de vouloir conserver, de vouloir mettre en avant des pans d'architecture de notre civilisation et en même temps, en fait, voilà, il y a des gens avec des perches à selfie qui se prennent en photo et qui tournent le dos au monument, en fait, et peut-être que tout le Parthénon, en fait, ils l'ont vu comme ça, mais ils l'ont jamais regardé une fois. Donc ça a été vraiment très différent comme expérience entre ce que Le Corbusier a pu faire, presque camper au milieu de l'Acropole, et nous au milieu de la cohue, peut-être un peu trop romantique justement. La dernière étape du voyage, c'est Veliko Tarnovo. Donc c'est une ville en plein milieu de la Bulgarie, dans le Balkan. Donc le Balkan, c'est cette chaîne de montagnes là, qui traverse toute l'ex-Yougoslavie. C'est une ville dont je n'avais jamais entendu parler avant. On est arrivé là-bas et en fait, ça a été assez violent. On peut le voir un peu. C'est à gauche, tout ce qui est à gauche. Le Corbusier l'a jamais vu, ou alors sur le tard de sa carrière. C'est des bâtiments qui ont été construits pendant la période soviétique. Et à droite, toute la vieille ville qui s'installe dans le méandre, avec une intelligence du site qu'on va voir après qui est assez fabuleuse. Donc on a ce méandre là qui est presque une gorge en fait, et la ville s'installe au milieu de cette gorge. Elle était protégée des invasions parce que tout ça en fait c'est comme une énorme douve. Là le méandre poursuit, et donc la vieille ville est installée ici, avec ici un ancien palais royal. Et là, des bâtiments, les premiers bâtiments soviétiques, on voit bien l'échelle qui change, et aussi le rapport à la pente qui change. Des carnets des dessins du Corbu. Donc, je me rends compte, c'est peut-être parce que j'y suis allé que je comprends le dessin. Mais... Donc, en fait, il faut s'imaginer presque des terrasses avec des villes, une ville qui s'organise en terrasses comme ça, avec un enranchement comme une sorte de soubassement continu entre les maisons, la rampe, le voisin, et en fait ces maisons-là qui s'installent sur des socles en pierre et qui ne se font jamais d'ombre, et jamais un voisin ne brise la vue du suivant, parce qu'ils ont réussi à s'installer suffisamment intelligemment dans ce méandre pour tous profiter de la vue, tous profiter du soleil, tous profiter de la ventilation naturelle. Et donc il y a différents éléments dont le Corbusier s'est saisi, notamment ces salons assez typiques en demi-cercle, avec ces baies qui petit à petit en fait lui les transformera dans sa pratique en des bandeaux, des fenêtres horizontales dont les meneaux et dans les menuiseries sont assez fines. Il a été dans son livre, il raconte aussi qu'il est fortement impacté par la blancheur des maisons, les énormes toits qui protègent les maisons, les encorbellements, et donc toutes ces maisons sont installées sur ce socle là qui est à la fois le rez-de-chaussée d'une maison, puis après en fait un bout de rampe qui permet d'arriver à la maison du dessus.
Une autre photo aujourd'hui, donc on le voit un peu, il y a certaines maisons anciennes, grâce à l'architecture de bois et la finesse des poteaux, arriver en fait à installer ces fenêtres horizontales sur le paysage là. Donc là, on est au milieu du méandre, là où il y avait l'ancien palais. Et donc, on regarde la ville, on a l'impression qu'on a une façade continue, alors qu'en fait, il y a une profondeur de chaque maison. Derrière chaque maison, il y a une rue, et puis il y a un petit jardin, et puis il y a toute une intelligence qui se développe. Moi, ce qui m'a surtout beaucoup touché en fait dans ces bâtiments-là, c'est leur justesse vis-à-vis du paysage. C'est-à-dire que je pense que la ville s'est construite autour du palais et on ne s'est pas dit on va construire dans la pente, ce sera bien, ce sera facile. Il y avait le palais, on a construit les maisons autour et on s'est adapté à ce qu'il y avait, mais on a travaillé avec les éléments qu'il y avait autour, quoi. On a pris les pierres qu'il y avait dans la rivière, on a travaillé le bois, et il y a dans le Balkan, de la Roumanie jusqu'à la Serbie et de la Bulgarie, toute cette partie-là de l'Europe de l'Est, il y a un savoir-faire énorme de l'architecture du bois. On le voit, c'est bien, on retrouve ces éléments d'ailleurs qui sont très présents sur le mont Athos en fait. Et donc, on voit aussi qu'il y a des petits climatiseurs maintenant. Et ça m'avait touché comme juste en fait en regardant le paysage et en regardant l'architecture, il y avait une espèce d'évidence, une tension entre les deux qui me permettait de dire ce qu'avait été cette culture à son apogée et le rapport qu'elle avait avec son environnement proche et le lien qu'on pouvait avoir entre la forêt qui était juste à côté, la pierre qui venait de la rivière juste en dessous, et ces grands toits en tuile canal. Il y a une grande, mes photos je pense ne le traduisent pas forcément très bien, mais il y a une grande homogénéité dans la ville qui installe une quiétude et une harmonie qui fait que le lieu résonne différemment. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à retrouver ni par notre urbanisme, ni par notre architecture, parce qu'elle est trop disparate, elle est trop liée à des effets de mode, à des effets d'identité. Tout le monde veut sa maison différente, mais au final, ça crée plus de ville. On crée plus cette harmonie qui pouvait y avoir dans les bâtiments anciens. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché. Je pense que Le Corbusier probablement aussi, mais ce dont il parle, c'est surtout le rapport au paysage, la blancheur des maisons et cette fenêtre en bandeau qui récupère d'ailleurs en fait ce demi-cercle là qui se retrouve en fait au tout début dans la première maison qu'il a faite pour ses parents. Donc là, il rentre et il fait un copier-coller, quoi. Et la même chose ici. Cette fenêtre en bandeau là qu'on retrouve aussi, et qui petit à petit va, par le progrès du béton et les progrès de l'ingénierie, va petit à petit s'effacer pour ne devenir qu'une fenêtre en bandeau. Vous vous doutez bien, on n'est pas des petits corbuts, on ne va pas pondre une théorie de l'architecture contemporaine, mais ce voyage-là nous a affectés profondément, humainement, et ça s'est traduit par une volonté d'éthique et une volonté de créer du sens dans notre pratique au quotidien à l'agence. Simon travaille à Saulieu dans le Morvan, et moi je travaille dans le Massif central à côté de Clermont-Ferrand. Et donc on a tous les deux décidé de travailler dans la ruralité et de travailler aussi, essayer de travailler le plus possible avec ces questions de circuits courts et ces questions de matériaux locaux. Et donc je pense que le voyage s'est ancré en nous plutôt comme une sorte de trame de fond qui nous habite un peu toujours sans qu'on se dise... je fais jamais de référence à mes clients. Ah oui, ça me fait penser à une maison en Grèce ou en Bulgarie. Ils me regarderaient avec des yeux grands ouverts. Mais
Tout ça pour dire que le voyage, pour nous, en fait, on s'est rendu compte que c'était pas forcément juste un acte de partir, de prendre son vélo et d'aller ailleurs. On a rencontré beaucoup d'autres voyageurs. Ici, on a Ariane qui nous a accueillis à La Chaux-de-Fonds, qui est une femme qui a 70 ans, qui était une des premières européennes à aller en Mongolie toute seule. Et ici, elle nous a accueillis parce qu'elle fait partie de l'association de la Maison Blanche, qui est la première maison que Le Corbusier a construite pour ses parents et qui aujourd'hui est occupée par une association qui l'anime et qui la fait vivre. À droite, c'est un couple de voyageurs argentins qu'on a rencontrés à Athènes. Et on s'est suivis un peu tout le long du voyage. C'était intéressant parce qu'on est d'un seul coup devenu d'un tandem de voyageurs à une troupe de voyageurs avec notamment une femme. Et le rapport au voyage c'était assez simple pour nous parce qu'on avait cet uniforme du voyageur, en fait, cette espèce de fragilité qu'on a, en fait, de dire en fait tout ce que c'est une sorte de dénuement, quoi. Toute notre vie tient plus que dans 4 sacoches. Et vis-à-vis des personnes qu'on rencontrait, en fait, il y avait une espèce d'ouverture qui se faisait tout de suite, parce que on fait beaucoup moins peur, je pense, par exemple, qu'un voyageur avec un sac à dos, parce que on n'est pas un clodo, ou voilà, c'est marqué sur notre front, je voyage. Donc c'était assez facile. Un petit mot pour parler pendant cette période-là de tous les gens qui n'avaient pas choisi de voyager, des travailleurs, ça c'est des travailleurs indiens qu'on a rencontrés dans la banlieue de Rome, dans les serres énormes qui servent à nourrir Rome. On avait l'impression d'un seul coup, en se baladant entre les serres, en faisant du vélo pour arriver jusqu'à Rome, qu'on était à Chandigarh, quoi. Il n'y avait que des gars avec des turbans qui venaient, qui travaillaient, et c'est des faces cachées, en fait, qu'on ne voit pas bien, qu'on n'a pas l'habitude aussi. Pendant ce voyage-là, on était vraiment encore dans une période où il y avait des fortes tensions aux frontières, notamment en Hongrie. Il y a une photo où on voit, c'est par là-bas, je crois, une photo où on voit une frontière complètement fermée. Et on a surpris aussi, par exemple, à Patra, qui est un port, un port grec qui emmène vers l'Italie. Il y a une quantité énorme de migrants qui est resté bloqués en Grèce. Et donc, voyager, quand on a décidé de voyager, c'est facile, en fait. Peu importe qu'on décide d'avoir 5 € par jour pour manger, ou qu'on fasse 80 km de vélo, ou qu'on dorme dehors. En fait, c'est toujours facile parce que dans ma poche, j'avais une carte bleue, et si ça allait pas bien, il y avait papa, maman qui prenaient la voiture et qui venaient me chercher, quoi. Alors qu'il y a des gens qui fuyaient leur pays, et c'est quelque chose dont on n'avait pas pris conscience. Un petit mot de la fin pour dire qu'en fait, au tout début du voyage, on a fait un voyage dans le voyage. On a fait un tour en Auvergne, dans l'idée de vérifier que nos vélos étaient prêts, qu'on avait tout ce qu'il fallait dans nos sacoches, et qu'on pouvait donner les premiers coups de pédale un peu loin sans être tout de suite dans la galère. Et donc, le tout début du carnet de voyage, en fait, c'est la remontée de la Sioule, qui est une rivière qui descend du Massif central. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'on ne connaissait pas ce qui était à côté de chez nous. Et très très vite, on s'est rendu compte que, en fait, voyager, c'était plutôt un état d'esprit. Pour nous, on a essayé pendant ce voyage, vous imaginez bien qu'on était donc juste une espèce de privilège d'être à deux et d'avoir une discussion constante pendant ces 6 mois sur tout un tas de thématiques que jamais, en fait, on a le temps d'explorer correctement avec une autre personne. C'était un dialogue continu sur énormément de choses. Et on avait essayé de trouver les règles du jeu, qu'est-ce que c'était le voyage. Et donc pour nous, le voyage, je reprends ça parce que c'est la question du moyen actif, en fait. Pour voyager, pour nous, il fallait avoir un moyen actif de se déplacer, donc que ce soit le vélo, la marche ou autre chose. Il fallait aussi avoir un moyen actif d'observer. Donc pour nous, c'était le dessin. Ça peut être juste à regarder et être conscient de ce qu'on regarde.
de l'intérioriser. Et la dernière chose, c'était la déconnexion et un espèce d'appel à la lenteur et de dire de faire taire ces notifications, de ne pas regarder tout le temps une carte GPS, peut-être de faire l'effort d'aller demander à quelqu'un où est-ce qu'on se trouve, de prendre le temps de regarder une carte, de prendre le temps de se perdre. Et si on arrive à rassembler ces trois éléments du voyage, on peut voyager. Et en fait, on s'est rendu compte de ça voilà, à Orcival. On avait fait 3 heures de vélo depuis Clermont-Ferrand. Et puis, en fait, j'étais jamais allé voir cette église. Et aujourd'hui, avec ces problématiques de frontières fermées, de Covid, on a essayé de se réinventer. En fait, c'est quelque chose qu'on a repuisé pour se dire, en fait, je vais profiter de ce temps pour sortir, pour m'évader, pour voyager. Et on essaie maintenant de faire des plus petits voyages. Même un week-end, en fait, on peut voyager un week-end. Et donc, c'est une des ouvertures de ce voyage, une des conclusions, quoi. Et le mot de la fin pour une des nonnes qui nous a accueillis dans le monastère de Govora, qui est un monastère au pied des Carpates. On est resté 3 jours chez des nonnes. On avait l'impression qu'on était chez nos grand-mères, quoi. C'était très très difficile de partir et on a eu des échanges assez forts avec cette nonne qui avait une trentaine d'années et sa vie c'était le cycle des animaux, le cycle de la lecture, le cycle de la prière, et elle avait une culture énorme du taoïsme, du bouddhisme, et elle nous avait sorti une phrase énorme, c'est si tu veux changer quelque chose dans ton environnement, peut-être qu'il faut d'abord changer quelque chose en toi-même. Et c'est vraiment quelque chose d'assez fort qui fait toujours écho aujourd'hui, à la fois dans notre pratique, mais aussi en tant que juste citoyen tous les jours, d'essayer de changer de point de vue, décaler le regard. Voilà, merci.